Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre Extra, dédié à l'entrepreneuriat. Et chaque semaine, on met en lumière des parcours inspirants et on donne la parole à des experts pour guider les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, on aborde un sujet qui est essentiel pour toute personne qui souhaite se lancer en affaires, le choix de la structure juridique de son entreprise. Faut-il opter pour un simple enregistrement ou une incorporation, une société en commandite? On s'y perd un peu. Et pour nous éclairer sur ces options et leurs implications fiscale et légale, on reçoit un expert comptable qui nous aidera à faire le bon choix. De la firme Mallette, qui sont des comptables spécialisés, grande firme, on est heureux d'avoir Léo Bonenfant avec nous. Léo, bienvenue à Fibre E. Bonjour. Extra. On t'a pris un peu de cours, c'était un peu à la dernière minute, alors on est content que tu aies accepté notre invitation parce que je suis convaincu que tu vas être en mesure d'éclairer les gens. Alors on se connaît, alors ça a simplifié la chose. Quand on donne le goût aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat via Fibre E, où on rencontre plein d'entrepreneurs, les gens racontent leurs histoires, mais à partir du moment où on prend la décision de devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'on doit faire au départ quand on se lance? On a tendance des fois à dire, il faut enregistrer son entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire d'enregistrer son entreprise, premièrement? Première des choses, une entreprise enregistrée qu'on appelle, c'est un individu. Il n'y a pas de distinction, on peut dire, au niveau fiscal, au niveau légal, c'est la même personne. On peut utiliser des noms, des fois enregistrer un nom, mais c'est la même personne. Fait que ça, c'est comme la base au niveau de l'enregistrement. Si on parle d'une société par action, une société par action, il va y avoir des administrateurs, il va y avoir des actionnaires. Donc, c'est une personne légale, c'est une personne morale, une incorporation. Ça veut dire que l'entreprise devient une personne en soi, ce qu'on appelle une personne morale, au même titre qu'un individu. Exactement. OK. Ça, c'est l'incorporation. Ça, c'est une incorporation. OK. Quand on parle de société en commandite, une société en commandite, il va y avoir un commandité et il va y avoir des commanditaires. Qui sont les commanditaires, mais bien entendu, c'est ceux qui font des apports en capital. Et le commandité, c'est lui qui va s'occuper de la gestion de cette société-là. Parce que c'est une distinction à faire. Ça, c'est pas dans tous les cas. C'est plutôt rare qu'on voit ça. Une société en commandite, c'est plus restreint, c'est plutôt rare. On va voir ça, par exemple, dans un projet immobilier, un projet de construction. On va voir souvent ce genre de forme juridique-là. On va le voir. Sinon, dans le pétrole, dans le gaz, des fois, c'est pas un projet spécifique, mais en plus, c'est sur une durée assez limitée. Okay. Fait que ça, c'est pour ça qu'on fait faire. Puis pour que ça existe, c'est un apport de capital. Fait qu'un apport de capital, au lieu d'aller à la bourse et des choses comme ça, on va aller en apport de capital, on va demander des individus souvent, des particuliers, qui vont investir un montant d'argent. Donc, c'est là que ça devient une société en commandite. En commandite, exactement. Okay. Avec un contrat, bien entendu. On n'en a pas parlé avant l'émission, mais le terme limité. Donc, des fois, tu vois ça, brasserie Intel limité. Ça existe encore, le limité LTE, le limité qu'on voyait souvent? Là? Oui, ça arrive, mais maintenant, on va voir plus incorporé. Plus incorporé. On s'en va plus dans cette direction. Exactement. OK. Donc, retenons pour le commun des mortels, donc les gens qui veulent se lancer en affaires, l'enregistrement et l'incorporation. Donc, à partir de quand on doit s'enregistrer ou à partir de quand on doit s'incorporer? Le quand est quand même important. Le quand, on va regarder, première des choses, ce que l'individu veut. Il y a deux aspects qu'on regarde toujours, l'aspect légal et l'aspect fiscal, entre l'enregistré et l'incorporé. Donc, si la personne, exemple, il y aurait un risque de poursuite, c'est clair, on s'en va déjà dans une incorporation. Ah oui? Oui, tout à fait. Risque de poursuite par rapport aux produits qu'on vend? Le service qu'on rend, le produit qu'on rend. Moi, je fais des verres en vitre, puis je veux vendre mes verres un peu partout. Je peux m'enregistrer au départ pour partir de mon entreprise? Quand on fait un verre, c'est quoi le risque qu'il peut avoir? Pas trop de risque, à ce que je sache. Okay. Mais si vous offrez, exemple, dans la construction, construction, vous offrez un service de rénovation, vous construisez une bâtisse, ces choses-là, il y a beaucoup de responsabilités. Donc, c'est clair que ça va être une incorporation pour limiter la garantie personnelle de l'individu. Alors, au même titre que la personne qui fait des projets de construction, mais peut-être à un peu plus bas régime, c'est-à-dire des rénovations de sous-sol, on refait la cuisine, on refait la salle de bain, c'est le même principe, la personne devrait s'incorporer? Quand on touche la construction, je dirais d'emblée, oui. D'emblée, dans tout, là? Dans tout. Qu'importe le revenu de ces choses-là. OK. Là, il y a des coûts rattachés toutefois
et aux deux. C'est-à-dire que l'enregistrement coûte moins cher au départ. Oui. Sur le registre des entreprises, Exact. je ne sais pas si c'est un 35... C'est environ 60 60 Bon, Exactement. OK. C'est assez relativement facile. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'immatriculation. Si vous utilisez votre prénom et votre nom, si vous l'utilisez au complet, vous n'êtes pas obligé de vous immatriculer. Ah non? Non. Mais c'est toujours bien de le faire. Là. C'est sur base volontaire. Tout ça, c'est quand même bien de ça. Ça protège le nom. Puis en même temps, les gens qui font affaire avec vous, mais ils voient que vous avez une immatriculation. OK. Puis c'est pas évident. Puis là, l'immatriculation, il faut s'entendre que le nom qu'on peut choisir pour notre entreprise, il ne faut pas qu'elle soit prise par quelqu'un d'autre non plus. Que ce soit incorporé ou une entreprise enregistrée, c'est la Donc, même chose. on peut le faire nous-mêmes. Cette recherche-là, au niveau de l'enregistrement, on peut la faire nous-mêmes sur le registre des entreprises qui est accessible à tout le monde. Tout à fait. Puis là, on peut voir si ce nom-là existe et tout ça. Puis là, on fait la demande, on remplit le formulaire, puis on fait la demande. Ça peut être refusé si le registraire, lui, de son côté, voit qu'il y a un nom apparent ou un nom qu'il peut y avoir un conflit. Ça se peut? Exact. Tout à fait. Ça se peut, Il peut être refusé, oui. OK. On le voit régulièrement aussi. OK. Quand vient le temps de l'incorporation, parce que là, on dit que le produit qu'on fait, ça incite peut-être à des poursuites quelconques et tout ça. Donc, on veut s'assurer d'avoir quelque chose de plus légal. Donc, on va aller vers l'incorporation. L'incorporation, ça se fait tout seul aussi, au même titre que les registres des entreprises. On doit passer par notre comptable, on doit passer par un avocat. Comment ça marche? Très bonne question aussi. On voit, j'ai vu par le passé, des fois, on peut y aller sur un site, exemple, faire son incorporation soi-même. À ne pas faire. Pour quelle la simple et bonne raison. Souvent, les gens vont remplir les formulaires, faire l'incorporation, tout va bien. Là, il vient voir son comptable, ou exemple, j'espère, il vient voir son CPA, puis là, on lui demande, as-tu ton livre de minutes? Je ne sais pas c'est quoi. As-tu ta description de ton capital action? Tu ne l'as pas. À ne pas faire. C'est pour ça que je suggère fortement, quand vous venez faire une incorporation, vous sauvez des coûts, parce qu'il y a des coûts minimums. Quand on fait l'incorporation, en entour de mémoire, en entour de 400 $. Puis quand on fait affaire avec un professionnel, un notaire, un avocat, bien entendu, c'est pas nous qui le faisons, c'est un avocat ou un notaire, mais il peut avoir entre 1500 et 2000 $. Mais qu'est-ce que ça va faire? Vous allez vous retrouver avec un livre de minutes, avec l'émission de capital action, avec une description du capital action. C'est quand même beaucoup avancé. Et de plus, mais souvent chez nous, qu'est-ce qu'on fait? En plus, on va demander des numéros NE, les numéros d'entreprise, primordial, parce qu'on veut demander des demandes, exemple des formulaires d'autorisation. Il faut les NE, faire des déclarations fiscales. Qui est le numéro d'entreprise du Québec, mettons le NEQ qu'on appelle. Là. Exact. Bien, le Q, il y a le NE aussi au Québec, au fédéral, bien entendu. Ah oui? Oui, OK. Il y a un numéro d'entreprise. C'est toujours important de faire affaire avec un professionnel à ce niveau-là. Moi, je pense que le jeu, il ne faut pas la chandelle parce que quand on est obligé de faire venir un livre des minutes, construire le capital action, il y a des frais additionnels. Fait qu'un dans l'autre, ça revient à la même chose. C'est bien de bien partir en partant que d'essayer de le faire soi-même. Ça, OK. Mais là, il y a des gens qui nous écoutent à la maison et disent OK, c'est bien beau tout ça, là, mais là, il y a un coût rattaché à tout ça. Là. C'est dispendieux de faire une incorporation? Environ chez nous, c'est environ entre 1500 et 2000 $. Entre 1500 et 2000, mais on part du bon pied, on sait où on s'en va, puis c'est légal. Le numéro de TPS est demandé, les NE. Vous avez le capital action, vous avez les certificats qui sont émis, le livre de minutes est à jour. C'est parfait. Fait qu'on part de la bonne façon. De la bonne façon. Après ça, on monte sa charte comptable là, pour bien rentrer ses données dans son logiciel comptable et le tour est joué. Puis qu'est-ce qui est bien en plus, c'est une dépense admissible. En passant, dans la société. Avant, on fallait le capitaliser, puis on prenait l'amortissement. Maintenant, depuis plusieurs années, c'est passé en dépense. Donc, en autour de 1500, 2000, il n'y a pas de problème. OK. Donc, c'est vraiment une dépense qui est 100 déductible. Tout à fait. OK. Au même titre. OK. À partir du moment où on s'incorpore, on sait qu'une incorporation, ça le dit, c'est une personne morale, mais à l'intérieur de la corporation, tu as des actionnaires et tu as ce qu'on pourrait appeler un conseil d'administration. C'est géré par les actionnaires qui se réunissent. Donc, ils ont des règles précises. Donc, les gens qui nous écoutent, ils disent « Ouais, mais là, moi, je suis tout seul dans mon entreprise. J'ai ma femme qui est pas loin, qui travaille avec moi à l'occasion. J'ai mon fils. Comment on constitue le conseil d'administration? Si je suis seul, puis je n'ai pas justement une conjointe ou un conjoint, ou je n'ai pas d'enfant, est-ce que je peux être seul dans mon conseil d'administration? Tout à fait. Tu peux être président, secrétaire. Puis ça se fait les deux. Tu peux avoir les deux postes. Aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Puis il n'y a pas on voit souvent dans les incorporations des gens qui sont majoritaires, il y en a qui ne le sont pas. Ça n'a aucune incidence non plus. On peut décider qui a la majorité des parts et tout ça. C'est pas à part égale tout le temps. Là. Ah, pas du tout. On décide... Quand on a des associés. Exactement. Quand vous avez d'autres associés, exemple, d'autres actionnaires avec vous, bien, vous pouvez détenir 80 l'autre personne va en détenir 20 ça se fait. C'est des ententes qu'on fait. Au préalable, avant de commencer son incorporation, si on est avec des partenaires, mais il faut déterminer le pourcentage. C'est là qui est important. Dans une convention d'actionnaire. Une convention d'actionnaire, j'allais vers là. Ouais. Une convention d'actionnaire, la prémisse. Dès qu'on a un partenariat, on a d'autres associés avec nous, il faut avoir une convention d'actionnaire.
Puis elle peut être basic, hein? Ça se fait, une basic. Puis elle peut se faire aussi propre aux gens qu'on rencontre directement, selon leur demande. On peut en faire une écrite, là, comme on fait un testament holographe. Là, on peut faire quelque chose d'écrit au départ, puis on signe tous les deux, comme quoi qu'on est d'accord avec tout ça, ce qui est écrit là. Je dirais ça aussi, fortement d'utiliser un avocat ou un notaire pour préparer la convention, parce qu'il peut y avoir des règles. Si, exemple, vous avez un testament, ça même peut affecter votre testament aussi, bien entendu. Fait que c'est important de prendre un bon professionnel, même avec la collaboration d'un CPA, exemple, pour dire, exemple, des stratégies comment faire. Parce qu'il y a des tensions d'action qui peuvent avoir des impacts fiscaux. Par exemple, de 10,1 d'actions qu'on détient quand on déclare des dividendes de certains impacts. OK. Quelqu'un nous écoute et nous dit, exemple, j'ai un enregistrement actuellement. Ça fait 2 ans que je roule mon entreprise. Je suis enregistré. J'ai des revenus de 150, 200 000, 250 000. Ça monte tout le temps d'année en année. Les gens me connaissent. Ils me rappellent. Une belle entreprise. Ça génère des revenus, puis ils montent doucement. C'est quand qu'on fait parce qu'il ne l'a pas fait au départ. Là, il vous écoute, puis il se dit « Ah, j'aurais peut-être dû faire ça, une incorporation. » Je ne l'ai pas fait. C'est quand qu'on fait le saut, fiscalement parlant, là, pour que ça vale la peine, là, y a-t-il un chiffre magique qui dit « T'es rendu là, tu payes trop d'impôts, tu devrais aller vers l'incorporation? » Parce que l'incorporation, on est plafonné, non? Au niveau du taux d'imposition? L'incorporation? Oui. Oui, mais tout dépendant. Ça aussi, parce que ça aussi, exemple, si vous avez des compagnies rattachées, c'est exemple, vous avez des partenaires, puis il y a un bon pourcentage d'actions, il faut faire attention quand il y a plusieurs sociétés par action qui sont liées ensemble, il faut regarder les impacts. Ça, il peut y avoir, parce qu'il peut y avoir un partage. OK, mais dans le cas du... Disons, c'est une personne seule, là? Oui. Oui, tout à fait. Là, les revenus montent. Oui. Là... Puis là aussi, au provincial, il y a 2 taux. On peut dire, on va aller de base. Il peut y avoir 2 taux, tout dépendant de combien d'employés vous avez. Si vous avez des employés pour 5 500 heures et plus, là, vous avez un taux qui est beaucoup plus bas, qui est en entour de 12 fédéral-provincial combiné ensemble. Wow! OK, quand même. Fait qu'il y a de l'économie à faire là. Mais tantôt, vous posez la question, si je suis enregistré puis je veux devenir incorporé, quand est-ce que je le fais? Mais il y a une règle du pouce. Première des choses, on peut toujours rouler, on peut dire, parce qu'on peut rouler des actifs qu'on détient dans l'enregistré. On peut dire indirectement qu'on veut rouler dans l'incorporé, peut se faire n'importe quel temps. Moi, ce que je dis toujours à mes clients, qu'est-ce qui est important, c'est de voir, en partant, c'est quoi votre expectative. Puis je dis toujours, c'est pas le chiffre en haut qui est important, c'est le chiffre de bas. Donc, ça veut dire quoi? Le bénéfice. Pourquoi le bénéfice? Qu'est-ce qui vous reste? Parce que, honnêtement, vous avez un chiffre d'affaires de 100 000, puis si d'après les dépenses, il vous en reste 80, puis vous avez besoin de 80 000 pour vivre, vous n'avez pas créé grand-chose, puis il n'y a pas d'avantage d'avoir une incorporation. Donc, toujours une incorporation, l'avantage qu'il y a, c'est pouvoir laisser de l'argent dedans. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on génère plus de bénéfices que notre coût de vie, puis qu'on peut en laisser là. Parce que sinon, bien, on va retirer par salaire ou par dividende. Bon. Fait que ça, il n'y a pas d'avantage. Fait que je dis toujours, regardez votre coût de vie, puis on va déterminer ça. Fait que moi, je fais toujours une règle du pouce. À partir de 70 80 000 là, de bénéfices en bas, on commence à jaser un petit peu. Mais moi, ce que je retiens, là, il faut vraiment consulter un comptable, consulter un CPA pour s'assurer que les choses sont bien faites, puis pas voir ça comme une dépense, mais plutôt comme un investissement de bien partir la chose. Je dis toujours ça, bien partir, c'est la prémisse. Puis prendre un bon CPA, on voit des fois des articles de journaux, on voit des émissions de télévision, ouais. Les gens ont utilisé quelqu'un qui coûte pas cher, fait ça dans son sous-sol, puis il ne veut pas faire le procès. Léo, jamais gagnant. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Tu as une idée d'entreprise, mais tu sais pas par où commencer. Et si je te disais que tu pouvais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en 14 semaines? Oh! Tu t'attendais pas à ça? Le programme Lancement d'une entreprise. Puis ça se passe en ligne. Tu as juste à te connecter au bon moment et porter des vêtements. Arrête de rêver. Let's go! Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E.
Bienvenue à Fibre E. Notre prochain invité a été président du groupe Meunier durant un peu plus de 13 ans. Il a toutefois décidé de faire la passation de son poste pour se diriger à la retraite. On regarde avec lui aujourd'hui son parcours en tant que président et comment ça se passe une passation d'entreprise. Alain Bernard, bienvenue à Fibre E. Bonjour, Pierre. Alain, on se connaît depuis longtemps. Quand même. Alors, on va se tutoyer, ça va être plus facile. Ouais. Alain, j'étais curieux puis à la fois heureux que tu aies accepté l'invitation. Pas été facile de te convaincre, mais là, tu es là. Très heureux de t'avoir avec nous. Je voulais qu'on parle un peu de ton parcours, Alain, parce que de ton côté, il y a le passage à l'université, mais avant l'université, il y a eu des stages, il y a eu des... Puis tu as étudié dans un domaine que je ne connaissais pas, qu'on appelait à l'époque la géodésie. Géodésie, je vais l'avoir. Géodésie. C'est quoi la géodésie? C'est l'étude de la Terre, de façon générale. C'est la collecte de données, mais toujours référencée à la Terre. Hein, c'est spécial, hein, c'est rond, hein, puis on fait des plans plates. Fait qu'il faut trouver une manière de reproduire sur un plan la Terre qui est ronde. Donc, la géodésie, c'est en gros... Ça a changé de nom par la suite? Au niveau de la géomatique, ça s'est beaucoup informatisé, la collecte d'informations, faire en sorte maintenant qu'on monte des bases de données d'informations géoréférencées. On est encore dans la géoréférence par rapport à la Terre. Okay. Donc, ils ont appelé ça géomatique. Ils ont introduit l'informatique dans le géo. Alors, toi, tu étudies là-dedans, puis là, tu fais des stages chez... j'ai fait ma technique de 3 ans. Okay. J'ai travaillé 2 ans pour Gaétan Meunier à l'époque. Le groupe Meunier? C'était pas le groupe Meunier, c'était Gaétan Meunier seul. Okay. On était 5 employés okay. à l'époque. C'était un petit bureau. Puis on se reporte en 84, période difficile, pas beaucoup d'emplois. Disons qu'on était plusieurs à passer l'entrevue pour un poste. Okay. Fait que, bon... Gaétan Meunier avait une manière bien à lui de passer des entrevues. Quand on dit qu'une embauche se décide sur une poignée de main, je pense que c'était, dans le cas de Gaétan, très rapide. Quand il voyait qu'il y avait une chimie, c'est son choix. Puis je pense que de notre côté, la chimie était là. Fait que j'ai commencé en 84 comme technicien pour Gaétan. OK. J'ai travaillé 2 ans, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça au point de dire, bien, regarde, je veux faire ma carrière là-dedans, puis je vais aller chercher la formation qui me manquait pour occuper un poste qui me permettrait de devenir propriétaire ou associé avec un groupe. C'est à ce moment-là que tu as dit, moi, je veux devenir propriétaire de mon entreprise, je veux être le patron. Oui. Tu te voyais là. Donc, tu es allé chercher ton titre d'arpenteur géomètre. À Québec. À l'Université Laval à Québec. C'est la seule université qui donne le programme. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. OK. Quand même. Okay. C'est vraiment une formation unique. C'est la seule université. Puis, si on finit 10, 12, 15 étudiants par année, là, c'est Université Laval. Université Laval. C'est en plein ça. C'est en plein ça. À Québec. À Québec, OK. Ouais. Donc, tu reviens, toi, en 90. Ouais. Avec ton bagage en main, t'es arpenteur géomètre, et tu reviens dans la même entreprise. Oui. Tu reviens voir Gaétan. Je reviens voir Gaétan. On s'était parlé il y a un été que je suis revenu travailler. Je voulais garder le lien. J'ai travaillé 2 étés à Québec. Il y a un été que je suis revenu travailler ici parce que je voulais garder le lien avec lui. Okay. Je pense que c'était réciproque. Puis c'est ça, à la fin, on s'est rencontrés. J'avais des offres pour travailler à Québec, mais le seul qui m'offrait de devenir partenaire, c'est Gaétan. Donc, j'ai décidé de revenir à Terrebonne. Et là, ça a pris combien de temps avant que tu deviennes partenaire? J'ai été partenaire, je suis devenu actionnaire en 2000. Mais à l'époque, c'était une société nominale, c'était pas une incorporation, mais j'ai embarqué dans le processus en 2000. Ça a été quand même une dizaine d'années. C'était des années difficiles, les années 90, récession, c'était pas nécessairement une situation, la meilleure période, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai tout le temps fait affaire avec des professionnels. À l'époque, je m'étais renseigné avec un professionnel en évaluation d'entreprise qui avait regardé ça. Puis il m'a dit, regarde, Alain, il dit, ça fait pas bien de sous, tu sais, mais en même temps, la valeur est basse. C'est peut-être le bon moment pour embarquer. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, regarde, je vais embarquer, puis je vais, moi, contribuer à l'améliorer, à améliorer la situation. Fait que dans le fond, tu as repris une entreprise, dans le fond.
Tu travaillais pour cette entreprise-là. C'est du reprenariat un peu que tu as fait. Bien, c'est sûr que... Plutôt que de créer ta propre entreprise de ton côté. Définitivement. Elle était là, donc tu as repris l'entreprise. C'est très c'est complexe de repartir à zéro, de repartir la machine à zéro, tandis que là, la machine fonctionnait, était bien huilée, même s'il y avait des années difficiles. Tout le monde me disait la même chose dans les experts. Regarde, on regarde ça, puis c'est stable, c'est installé depuis longtemps, ça a une belle valeur. Ça a un beau potentiel. Le potentiel est là. Et c'est là que c'est devenu le groupe Meunier à partir de 2000? Ou c'est devenu... non, ça a passé. Il y a eu une petite évolution parce que quand moi je suis arrivé, il y avait déjà un autre arpenteur qui s'était associé avec Gaétan. C'était Meunier-Fournier. À un moment donné, c'est devenu Meunier-Fournier-Bernard. Puis à un moment donné, c'est devenu Meunier-Fournier-Bernard-Meclich. Aïe aïe! Quatre associés. Puis, quand la force est arrivée, Jonathan, bien là, on a dit, wow, là, c'est assez, là. Fait que là, c'est devenu Groupe Meunier. On parle des années peut-être 2008, en tout cas, quelque chose dans le style. Là. OK. Donc là, le fait de se retrouver avec des partenaires comme ça, que tu n'as pas nécessairement choisi au départ, toi, tu arrives, lui, Gaétan, avait déjà, c'est le fondateur de l'entreprise, il y a déjà un partenaire. Toi, tu arrives comme troisième partenaire. Ça se passe comment, ça, quand on a des associés comme ça? C'est sûr que c'est un peu... ça peut être inquiétant. Gaétan, tout reposait sur les choix de Gaétan, effectivement, surtout les trois premiers, avec Normand Fournier, puis Gaétan Meunier, puis moi. Normand Fournier, je le connaissais du tout. Là, je le connaissais aucunement. Mais j'ai fait confiance à Gaétan. Je pense que c'était une personne qui voulait avoir une équipe complémentaire. Puis effectivement, ça a fait en sorte, je pense, si on regarde aujourd'hui où l'entreprise est rendue, ça a été une bonne équipe. Donc, 2011, tu tombes président de l'entreprise. Gaétan se retire à ce moment-là? Il a pris sa retraite en 2013. En 2013. Un peu comme je fais présentement. Donc, un peu avant, c'est ça. Tu as pris la présidence. 2 ans après, il s'est retiré. Et là, toi, tu as été président pendant 13 ans. Ouais. Donc, 2024, il y a à peine une année ou deux, là, toi, de ton côté, tu as décidé de te retirer, pas de te retirer complètement, mais de te retirer à la présidence. C'est ça. Puis laisser la place à la nouvelle génération? À la nouvelle équipe. Mettre en place une équipe qui pourrait faire face aux nouveaux défis. Puis je voulais aussi faire un peu comme Gaétan, être là 2 ans peut-être. Puis eux, et je pense qu'ils étaient intéressés à dire, bien, regarde, on a l'ancien président qui est toujours présent puis qui peut lever la main de temps en temps s'il voit qu'on... Ils font-tu encore appel à toi, pareil? Ou... Ben oui. Ah oui? Quand même. Ben oui, c'est quand même nouveau. Là, on a fait la transition en 2024. Oui. 1er janvier 2025, là, je n'étais plus président, parce que j'étais président en 2024, mais on commençait tranquillement. Le nouveau président, qui est Jonathan, prenait sa position, prenait sa place tranquillement. Puis, de mon côté, là, c'est terminé. Puis, on a une nouvelle équipe qui est un petit peu plus costaude que l'équipe que moi j'avais en 2011, dans le contexte où, en 2011, on était peut-être une vingtaine d'employés. On est rendu 35. Wow, quand même! C'est ça. Fait que là, on était à 5 au départ. Là, oui, c'est ça. C'est ça. Là, on est rendu 35. Oui, c'est en plein ça. Fait que ça demandait une équipe un petit peu plus costaude au niveau de la gestion. De la gestion des employés. Puis de la gestion. Fait que donc, je trouvais que le momentum était bien de dire, bien, regarde, on a fait affaire encore une fois avec une firme externe qui nous a aidé à restructurer ça, à mettre les bonnes personnes dans les bons postes. En fonction de leur qualité. Quand tu regardes le parcours, Alain, là, tu t'en vas plus vers la retraite, puis tu regardes ça, tu regardes à quelque part le leg que tu as laissé là, de 5 à 35 employés. Tu as été président pendant 13 ans, tu disais. Quand tu regardes l'évolution de l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu aurais fait un parcours peut-être différent? Honnêtement, là, non. Non, parce que je pense que les erreurs qui ont été faites, puisqu'on en fait tout le temps, sont nécessaires. Tu ne peux pas avancer si tu ne fais pas d'erreur. À un moment donné, il faut que tu fasses des... Donc, quand même, quand on dirait « je ne ferais plus ça », bien, les décisions qu'on a prises aujourd'hui, on les a prises parce qu'on a fait tel mauvais move ou tel... Donc, non. Ah non, du tout. Tu sais, en 2014, on a fait... quand Gaétan prenait sa retraite, puis on a décidé d'acheter Pierre Lacour, qui avait un bureau à Mascouche depuis 40 ans. Pierre, c'était un arpenteur qui était là depuis très longtemps. Ça a été rough. L'achat a été difficile. Puis la première année, moi, je pensais qu'on allait gober ça facilement, mais je me suis rendu compte, c'était pas mal plus exigeant que ce que je pensais. Puis on a eu une année difficile. Puis ça nous a pris 2 ans pour rétablir, faire placer les choses. Mais aujourd'hui, ça s'avère être
un des meilleurs moves qui n'a pas Que été vous avez fait. fait Ouais, là, parce pour que, l'expansion. là. ben, c'est sûr que ça nous a placés dans la MRC des Moulins de façon très... comme étant unique. Là, on est vraiment devenu le bureau de La référence. La référence, ouais. OK. Quand tu as étudié au départ, puis là, tu es arrivé appontage géomètre, puis là, tu es associé, et là, tu as appris tout ça, parce que c'est pas des choses que tu as appris nécessairement à l'université. Devenir gestionnaire, puis d'avoir la tête de la personne qui est en charge des ressources humaines, en charge des finances, tu t'éloignes un peu de la passion qui t'habite, de la terre. Tu sais, tu me parlais de la terre, tu me disais qu'elle était ronde, puis là, il fallait la mettre sur une planche à dessin et tout ça. Fait qu'on sent la passion qui t'habite encore aujourd'hui. Mais là, quand tu es gestionnaire comme ça, puis tu es président, directeur général d'une boîte comme ça, bien, tu t'éloignes de ta passion. Tu sais. Tu t'es senti comment là-dedans? Toi, tu as abordé ça quand même... Regarde, je pense que toute ma carrière, j'ai pris les opportunités qui se présentaient. Tu sais, quand je suis arrivé avec Gaétan, c'était une récession. Il fallait trouver des nouveaux marchés. J'ai embarqué là-dedans. On a développé le côté plus technique. On s'est travaillé beaucoup pour le site d'enfouissement. C'est notre plus gros client. Mais il n'existait pas à l'époque de marché. Fait que là, moi, j'ai dû développer ce marché-là, puis c'était correct. Après ça, ben, à un moment donné, là, la copropriété est arrivée. J'ai embarqué dans la copropriété. Fait que quand est arrivée la question de prendre le poste de président, directeur général, ben c'était la même affaire. Tu sais, on a fait affaire aussi là, avec une firme externe qui est venue faire un peu des profils de leadership de chacun des associés. Puis... je dis tout le temps, c'était à moi le moins pire. Parce qu'on n'avait personne de compétence là-dedans. Donc, tu sais, c'est qui va être le mieux placé. Donc, c'est ça. Puis, j'ai travaillé beaucoup. Je pense que c'est important de s'allier des gens qui ont des compétences pour combler nos lacunes. Puis moi, ben, j'étais à l'aise avec ça, tu sais, fait que des personnes en ressources humaines, des personnes en comptabilité, des personnes... Ça a fait partie de mon approche, de m'allier des gens autour de moi pour m'aider. Puis je pense qu'on a quand même bien... C'est une belle histoire. Bien réussi. C'est une belle histoire quand tu regardes le profil. Le temps passe vite, mais c'est une belle histoire. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Alain, pour la suite? Être bien? Être bien, oui. Puis surtout, la continuité. Oui, mais continuité du groupe. C'est important pour moi que le groupe perdure puis que ça se... Ben, regarde, ça fait depuis 1980, là, tu sais, fait qu'on est quand même depuis l'existence. Ouais, puis... On devrait se rendre au 50e. J'espère. Moi, je pense que j'ai très confiance qu'on va se rendre là. Alain, merci beaucoup de ta visite. Ça m'a fait plaisir. C'était très intéressant.